Salut à tous, comme d'habitude le partage, le pouce bleu et les commentaires aident énormément à augmenter la visibilité de la chaîne. Sachez qu'également le site Utip a grandement évolué et que vous pouvez m'y soutenir gratuitement en regardant des pubs de qualité Henkel. On se retrouve enfin pour la mi-saison 9 de The Walking Dead, pas mal de choses à aborder autour de cette saison qui marque le départ de Rick Grimes, le personnage principal de la série. Ce n'est pas le seul à être parti de sa série, Ragnar Lodbrok l'avait fait magnifiquement en fin de saison 4 de Vikings, ce qui n'avait fait perdre aucunement la qualité de la série ou l'intérêt auprès des fans. La question se pose donc, est-ce que le départ de Rick a affaibli The Walking Dead? Et oui, je suis gravement enrhumé, et ça va bien se ressentir dans la vidéo, mais il fallait bien que je la sorte, donc voilà, vous avez un tocoy enrhumé pour cette vidéo. Générique. Les fans sont de nouveau heureux. Après 2 saisons où une grande majorité des fans se plaignaient des lenteurs, des incohérences, des décisions un peu what the fuck prises par les producteurs et auteurs de la série, comment ne pas mentionner notre cher Scott Gimple par exemple. Pour cette saison 9, exit le Gimple. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Maintenant, la personne qui prend en main la série en tant que showrunner, c'est Madame Angela Kang. Bon, là comme ça, elle a pas l'air, mais sur une autre photo, j'ai cru qu'elle allait choisir une de mes cartes magie sur le terrain pour m'infliger 500 points de vie par tour, tellement sa tête ressemble à la carte masque de dissipation sur Yu-Gi-Oh! Angela Kang, c'est la personne qui propulse la série vers les bons rails après le carnage qu'a pondu Scott depuis la saison 7 qui a marqué le déclin des audiences de la série. C'est dommage parce que, bon, malgré tout, il a été bon le Gimple durant les premières saisons. Mais sachez quand même qu'Angela Kang est présente sur Walking Dead depuis quasiment le départ. Elle est scénariste sur la série depuis 2011 et productrice depuis 2012. Je tenais à donner cette information parce qu'à vif, en lisant les gens depuis l'annoncement et le début de la saison 9, on dirait qu'elle sort de nulle part pour sauver la série. Non, elle est là depuis longtemps. Ce qui est dommage avec cette bonne nouvelle pour Walking Dead, c'est que Gimple a mis son gros pif dans Fear the Walking Dead en tenant en laisse les 2 petits nouveaux showrunners avec ses poils de nez et le résultat est catastrophique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma critique salée sur le sujet. Très longue vidéo, mais je pense que vous regretterez pas, surtout si comme moi vous avez détesté cette saison 4. Angela Kang a vraiment fait de cette première partie de saison 9 une réussite. La série, l'univers Walking Dead a pris beaucoup en maturité et la logique, le réalisme de l'apocalypse est beaucoup plus crédible. Dès le premier épisode, ça se voit, ça se sent. L'expédition est menée à cheval et plus en voiture, camionnette ou camping-car comme c'était le cas avant. C'est fini le temps où on trouvait plutôt facilement une caisse qui fonctionne et de l'essence. Les ressources utiles sont beaucoup plus rares et limitées. J'aime beaucoup ce style qui est encore plus poussé dans l'ambiance western de Walking Dead. C'est d'ailleurs bien dommage que Rick parte si vite après entre guillemets cette refonte de l'univers de la série. Rick c'est le shérif, le cow-boy. J'aurais kiffé le voir avec son chapeau à cheval à tirer avec son python là. Mais bon, on peut pas tout avoir. Incompréhension la plus totale, Maggie est partie sans nous dire au revoir à nous les fans. Fin de saison 8, on nous avait offert une scène de méchant à la James Bond, montrant le fait qu'elle compte entre guillemets se venger de ce qu'a fait Rick, à savoir laisser la vie sauve à Negan. Début de saison 9, un an après la saison 8, on la retrouve avec la colline qui a pas mal évolué, on sent que le guide de Georgie a été hyper utile. Et cette histoire de vengeance, cette envie d'en finir avec Negan malgré la décision de Rick, bah c'était plus ou moins fini, mais avec les événements autour du pont et les petites révoltes de certains sauveurs, elle a fini par aller à la rencontre de Negan avec la ferme intention de le tuer. Mais elle a pris conscience que la prison et son état mental est un pire châtiment que la mort elle-même. C'était une scène très intense, j'ai adoré, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Que dire d'exceptionnel sur Maggie dans cette saison 9? Elle a su faire de la colline la communauté la plus prospère et productive après la défaite de Negan. Même si je trouve que ses responsabilités envers la colline lui ont fait prendre un gros melon, jusqu'à négocier, toujours négocier très hard avec Alexandria à travers Michonne. J'apprécie le fait qu'elle soit en toutes circonstances une femme forte, qui arrive à prendre des décisions dures et être bien badass à la fois. Pour preuve, son éternel combat verbal et limite politique avec Gregory, qui semblait avoir ravalé sa fierté, finalement non. Il aura été jusqu'à faire retomber un ancien alcoolo dans ses vices et tenter un assassinat sur Maggie alors qu'elle promenait le Herschel en poussette. Gregory ayant été trop loin, il finit pendu haut et court, ce qui a accentué ce côté western de la série, je trouve. Elle a son style, sa petite vadrouille avec Daryl, c'était sympa, sachant qu'avec lui, ils ont quand même une belle amitié, timide
timide certes, on la ressent pas tellement que ça le long de la série, mais certaines scènes nous montrent clairement qu'il se considère vraiment. Suite à l'épisode final de Rick, on est 6 ans plus tard et Maggie n'est plus à la colline depuis un bon bout de temps, étant partie rejoindre Georgie. Pour ceux qui se demandent pourquoi, eh bien après la fin de saison 8, AMC, en plus d'annoncer le départ d'Andrew Lincoln, ils annoncent également celui de Lauren Cohan, cette dernière ayant signé depuis plusieurs mois pour une autre série, Whiskey Cavalier, qui est prévue pour 2019, la série n'ayant pas commencé du coup. Le retour de Lauren pour la seconde partie de saison 9 est assez compromis. En juillet, AMC et l'actrice n'ont pas réussi à trouver un accord en renégociant son contrat. Lauren a tout de même déclaré que l'histoire de Maggie restera ouverte. En gros, il n'est pas impossible de revoir Maggie pour les prochaines saisons. Il va falloir attendre courant 2019 pour avoir des infos. Je pense que le succès ou pas de sa nouvelle série va être décisif sur ce possible retour. Ou alors ils réussiront à trouver des créneaux de tournage pour qu'elle apparaisse de temps en temps, à voir. Je suis un peu déçu parce que j'aurais adoré voir un Herschel aussi grand que Judith. Ça aurait été vachement fun de les voir tous les deux ensemble. J'ai pas grand chose à dire sur elle avant les 6 ans plus tard, mis à part le fait qu'avec Rick, il décide de faire un enfant. Après la perte de Rick et l'arrivée du bébé, plus le fait de s'occuper de Judith, ça a dû être compliqué pour Michonne. Mais comme on peut le voir 6 ans plus tard, elle a très largement surmonté tout ça. Elle lit d'Alexandria qui a tout de même un conseil pour prendre des décisions importantes, telles qu'accepter ou non de nouveaux arrivants. Elle a élevé merveilleusement Judith, j'y reviendrai plus tard. Également Rick Jr. qu'on a vu qu'une seule fois, je crois, mais rien que d'entendre RG, ça m'a clairement foutu le sourire et j'y ai vu un clin d'œil certain à A.J., Alvin Jr. des jeux Telltales, Walking Dead. J'aime beaucoup son nouveau style, sa nouvelle coupe de cheveux, elle est encore plus badass et elle en impose encore plus qu'avant. Sa présence est très pesante. Quand elle débarque à Alexandria, quand Judith ramène les nouveaux persos de la série, ça se voit direct qu'elle va pas être amicale. Sa relation avec Magna, j'ai beaucoup apprécié. À travers cette dernière, on comprend que malgré la carapace qu'elle affiche, Michonne reste toujours une bonne personne malgré le refus de les accueillir à Alexandria. Michonne accepte d'accompagner le groupe de Magna jusqu'à la colline. J'en ai parlé dernièrement sur le Discord de Shivana, je trouve qu'il se passe quelque chose entre Siddiq et Michonne. Personnellement, je serais pas étonné qu'ils aient une relation extra amicale, on va dire. On sait que Carl l'a sauvé au prix de sa vie, malheureusement, et que Rick a fini malgré ça à l'apprécier. Je lâche cette petite théorie comme ça, je la sens bien, ça me paraît pas impossible. Ils ne sont pas officiellement ensemble, ils n'habitent pas ensemble, etc., mais ça n'exclut pas le fait qu'ils puissent coucher ensemble. Enfin bref, très content que Michonne soit encore plus au centre des intrigues proposées, elle hérite en partie de Rick à ce niveau-là. Dans l'ensemble, on sent que l'absence de ces derniers pèse toujours sur Michonne, malgré les années passées, qu'elle s'est encore plus endurcie. Heureusement qu'elle a des enfants à élever, des responsabilités, sinon elle aurait très bien pu finir comme Daryl. Norman Reedus est le nouveau numéro 1 de la série après le départ d'Andrew Lincoln. Tout comme Michonne, Daryl hérite donc lui aussi du temps de Rick. Après 2 saisons où on le perdait de plus en plus, je me souviens que j'en étais venu au point de me dire qu'il fallait que le personnage meure pour stopper le massacre. Finalement, avec cette saison 9, on retrouve le Daryl qu'on a toujours adoré. Durant l'épisode 4, il se réconcilie avec Rick pour ensuite le perdre un épisode plus tard. 6 ans se sont écoulés à partir de l'épisode 6. J'ai été vraiment touché et choqué de voir que Daryl s'était complètement reclus comme un ermite, a passé sa vie à essayer de trouver Rick, car oui, il est absolument convaincu que Rick est en vie, puisqu'il n'a jamais retrouvé le corps. Si jamais Rick fait son retour dans la série dans les années à venir, les retrouvailles entre les deux personnages vont être tellement émouvantes et puissantes. C'est donc via Carol, aka Legolas, aka la flambeuse, qui accompagne son fils Henry à la colline, que l'on découvre le Daryl des 6 ans plus tard. On découvre son mode de vie, son chien qu'il a appelé tout simplement Dog. Il s'emmerde pas à chercher un nom, hein. Il accompagne Henry et Carol à la colline. À peine arrivé là-bas, il part avec Jésus pour tenter de retrouver Eugene. Ce plan de fin d'épisode était vraiment énorme. Personnellement, ce nouveau Daryl, cet ermite qui a passé 6 ans solo, ça me convient. Je le trouve badass, même s'il ne sera jamais un personnage principal comme a pu l'être Rick. Je pense qu'Angela Kang est partie pour équilibrer le temps et la visibilité des plus gros personnages, un peu à la manière dont Vikings traite son histoire via les enfants de Ragnar depuis son départ. Et c'est parfait comme ça. Au vu du trailer de l'épisode 9, Daryl aura un rôle clé dans l'affrontement contre les chuchoteurs. On peut voir qu'il va affronter Alpha et qu'une fan des chuchoteurs vient lui parler, lui dire qu'il est plus comme eux que comme les habitants des communautés. J'ai très hâte de voir cette seconde partie de saison, voir ce qu'ils vont faire de Daryl. Est-ce qu'il va trouver un peu plus de profondeur dans la série ou est-ce qu'il restera simplement Daryl, le survivant ermite?
Qu'est-ce qui a bien pu se passer durant ces 6 années? Maggie est partie avec Herschel, Daryl a fini ermite, Michonne et Alexandria sont en froid visiblement avec les autres communautés, puisqu'elles ne voulaient pas aller à la colline et qu'elles ne comptent pas participer à la foire organisée par le royaume d'Ézéchiel. À ça on ajoute les fameuses cicatrices en forme de croix que Michonne et Daryl ont en bas à gauche de leur dos. On a bien là des indices, des preuves que ça n'a clairement pas été tout rose en 6 ans. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un ennemi totalement inédit, et déjà vaincu depuis un temps quand on se retrouve 6 ans plus tard. Un groupe d'ennemis qui aurait donc dans la bataille réussi à faire des prisonniers et pourquoi pas les marquer à vie, comme donc Michonne et Daryl. La finalité de cet affrontement aurait donc divisé les communautés jusqu'à marquer une certaine distance entre elles, en mode chacun se débrouille comme il peut. Peut-être que c'est en rapport avec Oceanside et les sauveurs, c'est même sûrement ça. Avant le départ d'Uric, Oceanside tuait des sauveurs malgré que la majorité se soit répantie et travaillait pour les communautés. 6 ans plus tard, Oceanside on les voit pas, même dans le trailer de l'épisode 9, elles ne sont pas mentionnées, alors que les sauveurs qui s'étaient révoltés avant le départ de Rick, eux ils sont toujours là et on a pu en voir un groupe s'attaquer à Carol avant que cette dernière les crame vivants. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu des conflits entre Alexandria et la colline. Je parle pas forcément de conflits physiques, et j'espère très franchement qu'on aura des réponses sur la deuxième partie de saison, parce que c'est hyper intriguant, ça peut nous donner des réponses sur la situation et comprendre pourquoi Michonne ne veut pas participer à la foire avec Alexandria. Il y a fort à parier que cette intrigue sera principale en parallèle des chuchoteurs. Magna, Luke, Kelly, Connie et Yumiko, les nouveaux survivants de la série. J'aime beaucoup ce nouveau groupe, Magna a l'air d'être entre guillemets la plus forte du groupe, mais elle ne décide pas pour les autres, ils votent entre eux pour agir et décider. Malgré ses doutes quant à Michonne, en voyant cette dernière chez elle s'occuper de RG, on sent qu'au-delà des apparences se cache une femme sensée et bonne chez Magna. Luke, je l'adore, il ne se considère pas comme un grand survivant comme on peut le penser vis-à-vis de Magna par exemple, c'est un prof de musique et au fond de lui il reste cette personne simple, malgré la réalité dans laquelle il vit. Kelly et Connie, ce duo est vraiment intéressant, Connie étant sourde et sûrement muette, c'est principalement Kelly qui s'occupe de traduire en langage des signes pour qu'elle comprenne. J'adore cette relation et même au sein du groupe, ils sont tous capables de communiquer en langage des signes, ce qui je trouve les rapproche énormément. Et enfin Yumiko, une fois remis sur pied après sa blessure, on sent que c'est elle le leader du groupe des nouveaux. Je lui trouve une certaine sagesse que n'a pas forcément Magna, ce qui fait qu'elles sont complémentaires. Ce que j'aime avec ce groupe, c'est qu'on découvre l'univers Walking Dead 6 ans plus tard. On découvre Judith, Alexandria, la colline à travers ce groupe. Quelque part, ce groupe de survivants, c'est nous, les spectateurs, les fans. Ce concept et la manière dont c'est amené, j'ai trouvé ça super. De ce qu'on en voit dans le trailer de l'épisode 9, le groupe a l'air de s'être plutôt bien intégré à la colline et aide Tara, qui suite à la mort de Jésus, a l'air de lui avoir succédé. Très hâte de voir l'importance que vont prendre ces nouveaux personnages dans la série. Judith Grimes. Oh là là. Cette entrée fracassante et totalement saillante, comme dirait Valou, de Judith Grimes, c'est pour moi absolument mythique et inoubliable. Son look vestimentaire est tellement un clin d'œil à plein de personnages. Le chapeau, bien évidemment, qui ne peut que rappeler Carl, le python Harry, qui a un sabre comme Michonne, et je trouve que sa chemise fait beaucoup penser à Laurie, ainsi que son caractère qui m'a rappelé Shane. Judith représente l'héritage légué par tous ces personnages qu'on aime, qu'on a suivis durant toute la série. Elle est passée dans les mains de beaucoup de personnages qu'on a malheureusement perdus depuis toutes ces années. Il y a une aura autour de Judith, quelque chose qui fait qu'on s'y attache immédiatement. Avant c'était le bébé qu'on voyait vite fait quoi. On sait qu'elle est là, qu'elle grandit dans ce monde post-apo et on voulait qu'elle ait un avenir meilleur. 6 ans plus tard, elle est là, c'est une survivante. Elle sait utiliser son python pour dézinguer du zombie. Elle s'entraîne au sabre avec Michonne. Elle n'a même pas 10 ans et elle est capable de faire tellement de choses. À l'image de Carl, elle s'est risquée à sauver le groupe de Magna et les amener chez elle à Alexandria. Les adultes comme Aaron et Rosita ne discutent pas. If they don't go, I don't go. C'est ouf, il ne la traite pas comme une enfant comme ça aurait pu être le cas dans un monde normal. J'ai tout particulièrement adoré sa conversation avec Negan, elle se confie, lui raconte ce qu'elle fait et aimerait faire, en particulier à ce moment-là par rapport aux nouveaux arrivants qu'elle a sauvés. Judith est un personnage d'avenir pour la série, surtout s'il compte encore continuer sur plusieurs saisons malgré les baisses d'audience et les départs d'acteurs importants. J'imagine bien qu'elle n'aura pas tout de suite de grosses intrigues, mais pourquoi pas un prémisse en seconde partie de saison 9 pour avoir du lourd à la prochaine saison. En tout cas, personnellement, je suis sous le charme du personnage. J'exige de l'avoir au centre dans l'action d'intrigues importantes de la série.
Les chuchoteurs, ça faisait un bon bout de temps que tout le monde en parlait. Ouais, ils arrivent. Ouais, Alpha, c'est Madison d'Amphir. Et j'en passe. Même moi, j'avais lâché ma petite théorie en saison 7 qu'il s'agirait peut-être des Garbage Kids. Qu'en gros, vu que Jadis parlait d'évolution, qu'ils allaient évoluer, je m'étais fait la réflexion qu'ils étaient peut-être la jeunesse des chuchoteurs. Mais tout ça, c'était de la théorie. Maintenant, on est dans les faits. Moi, n'ayant pas vu absolument tout des comics, loin de là, je pense qu'ils y sont mieux introduits. Mais dans la série, ça rend très bien aussi. C'est assez crispant, cette présence qu'ils ont. Les entendre chuchoter à la recherche de Eugene et Rosita, c'était quelque chose. Et encore plus avec la suite, à traquer Eugene caché, Jésus, Aaron et Daryl qui le récupèrent, s'enfuient jusqu'à se retrouver cernés dans le cimetière par les chuchoteurs, Jésus qui les enchaîne comme un prince et se fait surprendre en finale par un chuchoteur qu'il tue par surprise. Personne ne s'y attendait, Michonne et les autres se mettent en mode Avenger et dézinguent tout ce qui approche. L'arrivée divine de Daryl qui tue le chuchoteur qui vient de tuer Jésus, c'était beau. Mais la chose la plus réussite et la plus ouf de ce moment selon moi, c'est clairement l'ambiance et l'atmosphère, un cimetière, un brouillard de malades, il fait nuit en soirée dans un film Halloween adulte bien gore. Ce plan, quand ils vont dans la petite baraque où s'est planqué Eugene, il est tellement ouf et nous met tout de suite dans l'ambiance que prendront les événements quelques minutes plus tard. Du coup, avec cette fin de mi-saison, on a bien une confrontation directe avec les chuchoteurs. Ils ont chuchoté, Daryl et les autres sont conscients de leur existence, que ne ce sont pas des zombies qui ont muté comme le suggérait Eugene, mais bel et bien des hommes et des femmes. Mais tout ça n'était selon moi qu'un petit teasing, un bout de viande lâché pour rassasier les fans, parce que si on n'aurait pas eu ça, les gens auraient gueulé en mode « Mais c'est nul, il se passe rien après le départ de Rick, on les entend chuchoter, mais c'est tout ». Ils auraient forcément trouvé des conneries du genre pour râler, donc ce n'est qu'un petit teasing avant de vraies confrontations, notamment comme le versus entre Daryl et Beta qu'on a pu voir dans le trailer de l'épisode 9, mais aussi avant que l'on voit enfin Alpha. En parlant d'eux, revenons sur les acteurs qui les incarnent. Alpha est joué par Samantha Morton, que vous avez vu dans Minority Report où elle avait déjà pas beaucoup de cheveux, et récemment dans Les Animaux Fantastiques. N'ayant pas beaucoup regardé de films ou séries TV où elle joue dedans, je peux pas vraiment me prononcer quant à la qualité de son acting. Mais je trouve qu'elle a clairement la gueule de l'emploi, et au peu de secondes où on la voit à l'œuvre dans le trailer de l'épisode 9, elle a l'air à fond dans son rôle. Et Beta est joué par Ryan Hurst, le grand et unique Hopi de Sons of Anarchy. Autant dire que c'est un cast de qualité et le résultat est plus que convaincant. On sent qu'il est pas là pour plaisanter, Beta. Et j'ai hâte d'entendre le timbre de voix que va prendre Ryan en tant que Beta. Très clairement, il est pour moi sûr et certain que la fin de saison 9 sera autour de cette fameuse foire organisée par Ezekiel au royaume. Au vu de la menace assez impressionnante et dangereuse des chuchoteurs, il y a fort à parier que cette foire ne va pas se dérouler comme prévu, et que les chuchoteurs y seront pour quelque chose de près ou de loin. À voir comment ce sera mis en scène, et surtout à voir si la série va arriver à garder une intensité, une crédibilité et une peur autour des chuchoteurs jusqu'au moins la saison prochaine. Le tout bien sûr en évitant d'avoir trop de longueur, de lenteur durant cet arc des chuchoteurs. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Negan, mes vidéos sur The Walking Dead sont pas mal tournées autour de lui, jusqu'aux miniatures et au titre des vidéos. Avec la fin de saison 8, le fait qu'il soit en prison, j'avais énormément d'attentes vis-à-vis de lui, de l'évolution que le personnage allait avoir. Eh bien, je suis loin d'être déçu. Dean Morgan est toujours magistral, en début de saison, ça ne fait qu'environ 1 an qu'il est en prison. Il garde encore ses manières à la Negan, on va dire. Sa discussion avec Rick était épique, il a toujours ce ton d'humour, de pessimisme. Quand Rick lui raconte sa journée, le fait qu'avec les communautés, ils construisent un pont, qu'ils se rassemblent autour d'un feu, qu'ils vivent tout simplement entre eux en paix, la réponse de Negan est absolument collector. You think just 'cause they had a little weenie roast that you got all this on lock? J'en pouvais plus, j'ai vraiment rigolé quoi, et pourtant pour que je rigole solo devant mon écran, faut y aller. Plus tard, on a Michonne qui vient rendre visite à Negan pour qu'il mange. Où sont les poulards? J'ai faim! Parce que le monsieur nous fait une grève de la faim. S'ensuit une discussion vraiment intéressante où Negan se compare à Michonne, essaie de créer un lien avec elle pour finir par lui demander qu'elle lui apporte Lucille rien que pour pouvoir la regarder. Sa batte représente vraiment sa femme pour lui. Il y a vraiment un profond attachement pour cet objet. J'aime à penser qu'il a nommé sa batte Lucille, pas seulement pour se rappeler de sa femme, de l'avoir toujours avec lui malgré sa mort, mais aussi pour la rendre plus forte. Comme il le dit lui-même, sa femme était faible et pas du tout taillée pour cet apocalypse. Faire cette batte, la considérer, lui donner une aura, c'est vraiment profond et témoigne clairement l'amour qu'il avait pour sa femme. C'est beau putain. Quand Michonne lui dit qu'ils n'ont pas sa batte, qu'elle est dehors, c'est là que Negan craque jusqu'à s'éclater la tête contre le mur. Ensuite, c'est au tour de Maggie, durant l'épisode 5, de venir rendre visite à Negan. Au début, ce dernier prend ses grands airs en rappelant à Maggie ce qu'il a fait à Glenn, sarcastique et drôle encore une fois. Yeah.
remember you screaming in that clearing. I remember how much I broke you breaking open your husband's head like I did. Glenn. His name was Glenn. So now what do you finally come for? Revenge? Justice. Damn. Thought you'd do this a hell of a lot sooner. Puis il se met finalement à genoux, suppliant Maggie de le tuer pour qu'il retrouve enfin sa femme, car il n'arrive pas à se tuer lui-même. Voyant à quel point l'homme est brisé, Maggie considère que Negan subit déjà un châtiment pire que la mort, le renferme en cellule et s'en va. Effectivement, avec cette scène, on voit très bien que Negan n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être durant les saisons 7 et 8. Suite à cet épisode 5, les 6 ans plus tard, on retrouve Negan discutant avec Judith qui sollicite son aide pour des problèmes de mathématiques. Comme j'ai pu le dire plus tôt, j'ai adoré cette conversation, surtout ce passage. You know the strangers we brought here yesterday? My mom's gonna make them leave. Well, no, I didn't know. But let me guess. You being you want to help them. Il voit clairement Carl en elle, une petite fille qui a grandi dans ce monde, qui malgré tout est très humaine. Tout comme Carl, Judith a cette naïveté de penser qu'elle peut, qu'elle doit sauver toutes les bonnes personnes qu'elle croise. Tout comme également l'était Negan étant gosse avec son histoire de chien, où suite à cela, Negan avait retenu la leçon et n'a jamais recommencé. Ce à quoi Judith répond « Yeah. And look how great everything turned out for you. » lui démontrant que malgré tout, il a eu tort, que Judith n'arrêtera pas d'aider les autres, que sans cette envie, cette sagesse, Negan ne serait sûrement pas en cage mais tué, et pareil pour les sauveurs qui s'en sont remis à Rick pour changer et aider les communautés. En 6 ans, Negan a beaucoup changé, il est vraiment devenu le symbole que même la pire des raclures peut retrouver un semblant d'humanité. En même temps, coincé entre 4 murs durant des années, compliqué de garder un état d'esprit très hostile, à moins d'être un monstre au plus profond de soi, ce que n'est clairement pas Negan. On peut voir qu'avec le temps, on lui a même donné des objets pour passer le temps, comme sa balle de tennis, et aussi de quoi lire. Mais on peut voir également qu'avant de retrouver un minimum de paix intérieure, il est passé par de sacrées épreuves, symbolisées par cette corde à moitié flinguée accrochée au plafond. On en vient à la fin du mi-saison, où Gabriel rend visite à Negan. On apprend que ça fait un bout de temps qu'ils ont ce genre de discussion depuis un bail. Negan agace Gabriel en parlant de Rosita. Il part et quand il revient pour changer son bassin à merde, Negan se fout de sa gueule, ce qui pousse Gabriel à s'énerver contre lui, car il a appris entre-temps que Rosita est blessée à la colline, mais qu'il ne peut pas aller la voir, car il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Il part en claquant la porte de la cellule, un garde détache Negan et s'en va, laissant donc par inadvertance la porte ouverte. Dans le trailer de l'épisode 9, on voit donc Negan de retour au sanctuaire, à siffler comme il en avait l'habitude au bon vieux temps. Un sanctuaire abandonné, sale, on sent les années qui ont passé. On voit également qu'il tient un bâton, c'est clairement pas Lucille. J'ai jeté un œil clairvoyant et ça ressemble plus à un bâton style Morgan et Henry qu'à une batte de baseball. Les questions qui se posent, c'est pourquoi il va ici? Peut-être par pure nostalgie et surtout c'est quoi son plan? Est-ce qu'il en a un même? Personnellement, je le vois mal retomber dans ses vieux travers et se mettre dans l'idée de reformer les sauveurs. Un bon paquet sont morts et le reste fait maintenant partie des communautés. Mais je n'exclus pas le fait qu'il pourrait par exemple très bien tenter de se faire accepter chez les chuchoteurs en apprenant leur existence. Après le tout, il s'est échappé de prison et il est enfin libre après environ 7 ans d'enfermement. Ça m'étonnerait qu'il retourne à Alexandria après sa petite balade au sanctuaire. Alors à ce stade de mi-saison, on ne connaît pas les ambitions et possibles exigences des chuchoteurs. On sait qu'ils sont visiblement hostiles mais rien de plus. On ne sait pas ce qu'ils veulent concrètement, donc je vais pas m'avancer et essayer de voir comment Negan et Alpha pourraient s'entendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des rencontres entre Negan et les chuchoteurs, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que Negan va retomber du côté obscur et rejoindre les chuchoteurs, ou est-ce qu'il va prendre le chemin de la lumière et pourquoi pas défendre Alexandria des chuchoteurs? Une belle rédemption qui pourrait clôturer l'histoire de Negan dans la série.
Alors, Rick Grimes, notre personnage principal dans la série, est parti vers d'autres cieux. Je ne vais pas vous expliquer le pourquoi, du comment, ni théoriser sur l'avenir du personnage, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo spéciale Walking Dead Theory sur la possible trilogie Rick Grimes. Bien évidemment, je vous invite fortement à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. J'imagine qu'avec le temps, d'autres vidéastes vous pondront une vidéo sur ce sujet, mais il y a fort moyen que chaque vidéo apporte une vision différente, et à moins qu'une info officielle soit donnée, personne n'a raison, personne n'a tort, ce qui est propice aux théories et aux débats. Un an après la chute de Negan, Rick a pris un petit coup de vieux qui lui va très bien, puant la badassitude à pleine narine. Il met tout en œuvre pour que les communautés prospèrent et pour lui, la prospérité passe par la rénovation d'un pont qui servirait de route commerciale. Si à première vue, on croyait les communautés s'aider à aller de l'avant et être en paix, on finit par déchanter quand certains rebuts de sauveurs se mettent à taguer « Nous sommes encore Negan » sur les murs. Des tensions en découlent lors de la rénovation du pont, jusqu'à ce que des sauveurs se retrouvent assassinés. La discorde règne et le projet du pont s'effondre. C'est donc Oceanside qui tuait durant la nuit les sauveurs ayant été sans pitié avec elle par le passé. Ce qui brise les confiances et les sauveurs se rebellent tout simplement parce que Rick est incapable de leur dire qui s'amuse à les tuer. Maggie qui se dirige à Alexandria pour tuer Negan, Rick quitte le camp pour l'arrêter quand Daryl se propose à l'y amener plus vite en moto. Voyant qu'il ne prend pas le bon chemin, une nouvelle bagarre fraternelle éclate et ils finissent dans un trou. Les deux crèvent l'abcès qui les séparait depuis un bon moment. C'était beau et nécessaire qu'ils se réconcilient avant le départ de Rick. Rick ne veut pas céder le pont et dévie la horde qui était en direction des communautés. Ce cliffhanger de fin d'épisode 4 était dingue. Rick cloué, transpercé, à moitié conscient tandis que la horde l'encercle et s'approche de lui. On entre ensuite dans l'épisode 5, l'épisode final de Rick Grimes dans la série. J'ai adoré cet épisode, je trouve que c'est une belle sortie pour le personnage. Bon, bien sûr c'est un peu abusé le fait qu'il arrive lui-même à se retirer de cette situation critique, qui est capable de se soulever comme un guerrier avec une ceinture malgré la douleur, qui doit être insupportable, mais ça va. J'aurais certes préféré une issue un peu plus réaliste et crédible, mais bon, fallait bien trouver un prétexte exceptionnel pour justifier les hallucinations. Les scènes avec Shane et Herschel sont tout simplement magiques. Deux hommes qui ont eu un énorme impact sur l'évolution de Rick, la brutalité parfois nécessaire de Shane et la sagesse d'Herschel. Cette scène avec Herschel... Hey, Rick. Sachant que l'acteur Scott Wilson est décédé quelques semaines avant la diffusion de cet épisode, c'était trop intense pour ne pas lâcher la petite larmichette. Ensuite vient sans doute la scène la plus puissante de Walking Dead, Rick au milieu des cadavres d'absolument tout le monde, tous les personnages de la série. L'image est oufissime. Elle m'a beaucoup fait penser à cette scène dans Man of Steel. Mais j'ai été énormément déçu que ce soit Sasha qui apparaisse à Rick pour parler de ce qu'il a accompli, que ce n'est pas parce que son histoire se finit que celle des autres doit s'arrêter. En gros, EMC à travers Sasha nous dit de rester fidèle à la série, même si Andrew Lincoln s'en va. Bisous. Sasha quoi, avant on a Shane et Herschel et on finit sur Sasha. Genre c'est sans doute le personnage qui a le moins parlé avec Rick dans la série quoi. C'est limite s'ils se sont parlé plus d'une minute durant toute la série. Et pour une scène aussi puissante ils nous la mettent. C'est incompréhensible. Et j'ai vu ça, je me suis dit qu'elle a rien à foutre là quoi. Glenn bordel, c'est Glenn qu'il aurait fallu mettre. Ça aurait été la perfection. Avec Carl ça aurait été incroyable. Avec Laurie ça aurait été ouf aussi. À la limite même avec Abraham ça aurait été plus logique. Mais non, Sasha quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Angela Kang et Scott Gimple pour choisir ce personnage-là? Parce que oui, réveillez-vous les amis. On aura beau dire ce qu'on veut, oui, Angela Kang en devenant showrunneuse a augmenté la qualité de la série, mais ça veut pas dire pour autant que ce sera parfait tout le temps, et ne croyez pas que Gimple n'a absolument plus rien à redire sur la série. Durant le générique, Angela Kang et Scott Gimple sont les producteurs exécutifs. Enfin bref, revenons à Rick. Il se réveille encore une fois, l'armée des morts derrière lui. Après toutes ces hallucinations, il décide finalement de sacrifier le pont pour sauver les communautés de cette gigantesque horde. Pour moi, la destruction de ce pont marque la désillusion de Rick. Il a toujours tout fait pour les personnes qui se sont ralliées à lui, les personnes qui l'ont sauvé et qui l'a sauvé. Il y a à la fois une forme d'échec et de réussite. Ce n'est pas parfait, mais il a réussi malgré tout sa mission. Même avec la destruction du pont et sa disparition, les communautés vivent en paix et ont grandement évolué en 6 ans. Encore une fois, faut pas trop chercher à comprendre pourquoi il y avait une caisse de dynamite sur le pont, et surtout, faut pas chercher à justifier le fait que Rick finisse dans l'eau, à échouer ensuite plus loin où Anne le verra. Le mec se prend une sacrée déflagration, logiquement il se serait fait projeter en arrière sur la route et pas dans la rivière. Mais bon, voilà, chut, c'est Angela Kang, on peut pas en dire du mal. Chut, non, Gimple c'est fini. Il le laisse dans le générique mais c'est décoratif.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais pas aborder dans cette vidéo l'après Walking Dead pour Rick, je l'ai déjà fait dans ma vidéo théorique, encore une fois je vous invite à regarder. Ceci dit, j'ai grandement kiffé cette scène finale, allongée dans l'hélicoptère, la musique Space Junk en fond, cette musique qui clôturait le tout premier épisode de la série, la nostalgie était plus que présente. Est-ce que cette première partie de saison 9 est une réussite? Je dis oui 100 fois, le fait d'avoir eu 2 sauts dans le temps a pour moi donné énormément de dynamisme, d'intensité et de surprise. Je vois mal comment quelqu'un pourrait dire qu'il s'est fait chier durant ces 8 épisodes. Ils ont servi à nous montrer la fin de l'histoire de Rick et à nous donner les premiers épisodes d'un tout nouveau chapitre de The Walking Dead, à savoir celui de l'intrigue autour des chuchoteurs, que beaucoup attendent depuis un bout de temps. Les 3 derniers épisodes font monter la moutarde pour certainement une deuxième partie explosive. Impatient de savoir pourquoi les chuchoteurs sont si mauvais, pourquoi ils s'attaquent aux communautés, pourquoi ils ne débarquent que maintenant, où est-ce qu'ils étaient avant, comment et où ils vivent, quels sont leurs objectifs quoi, tout simplement. De ce qu'on peut voir dans le trailer de l'épisode 9, c'est qu'ils ont pas l'air d'être des plaisantins, genre pas du tout. Ils sont nombreux, ont un certain pouvoir, une certaine capacité à diriger les hordes de zombies. Le point qui m'a le plus intéressé, c'est qu'une des chuchoteuses vient parler à Daryl, lui disant qu'il est plus proche d'eux que des autres communautés. Ça laisse penser que Daryl aura sûrement un rôle clé durant cette seconde partie de saison. La conversation entre Michonne et Siddiq est également hyper intéressante. Michonne a l'air de s'en foutre royal du royaume, alors que pourtant elle apprécie les gens là-bas. Pour elle, il reste une famille, mais le royaume c'est le royaume, la colline est ici et Alexandria est là-bas. Au milieu de tout ça c'est la merde et il faut que chacun se débrouille. Tout ça a pour moi donc forcément un lien avec ce qu'il s'est passé durant les 6 ans. En gros, pour moi cette seconde partie sera centrée sur ces deux intrigues. D'un côté avec Daryl et les chuchoteurs, et de l'autre Michonne et sa relation avec la colline et surtout avec le royaume. Avec bien sûr en bonus tous les petits détails et personnages autour de ces intrigues. Typiquement Negan qui s'est évadé, et Judith parce que Judith aura forcément une importance particulière. Vivement février pour avoir la suite, en espérant que la barre restera haute, voire plus si affinité. Je vous invite à venir en commentaire pour donner votre avis sur ces 8 premiers épisodes de cette saison 9. N'oubliez pas de partager la vidéo, de lâcher un pouce bleu pour le référencement. Si c'est votre première vidéo sur la chaîne, allez faire un tour, fort moyen que d'autres vidéos vous tenteront. Rejoignez-moi sur Twitter et Instagram, je fais également des lives sur la chaîne et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, on se retrouve dans plusieurs mois pour la fin de saison 9 ou pour une prochaine vidéo. Oh Lucille, embrasse-moi.